Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire co-organisé par Région de France et l'Institut d'économie pour le climat, I4CE, et qui va être consacré au budget vert dans les collectivités territoriales et plus particulièrement dans les conseils régionaux. Ce webinaire sera organisé en plusieurs temps, mais avant toute chose, je vais céder la parole à Madame Agnès Langevin, vice-présidente de la région Occitanie et présidente déléguée de la commission transition écologique et énergétique chez Région de France pour un mot d'introduction. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire sur le budget vert co-organisé par I4C et Région de France, que je remercie pour cette initiative. C'est une initiative qui s'inscrit pleinement dans les travaux de la commission de transition écologique de Région de France. Les régions sont pleinement et résolument engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans la lutte contre l'effondrement de la biodiversité. Elles ont engagé des planifications ambitieuses, mobilisent des investissements importants et doivent mieux s'outiller. C'est pourquoi, avec I4C, nous avons fait un travail de méthodologie commune à l'ensemble des régions pour mieux évaluer chaque dépense des régions et les orienter vers une compatibilité carbone et un moindre impact sur nos ressources et sur la biodiversité. C'est un exercice, bien sûr, de transparence aussi à l'égard de nos concitoyennes et nos concitoyens de l'usage de l'argent public. Et c'est aussi une façon pour notre administration de s'approprier donc les enjeux de la transition écologique. Merci beaucoup, Madame Langevin. Donc, pour commencer, nous allons avoir deux présentations de la part de nos experts. Alors, tout d'abord, je vais accueillir Morgane Nicole, qui est directrice du programme Territoire chez I4CE ou I4C, et qui va présenter la méthode d'évaluation climatique des budgets qui a été développée par cet institut. Donc, Morgane, je vous laisse la parole pour nous dire c'est quoi un budget vert, c'est quoi l'évaluation climatique des budgets? Bonjour à tous et à toutes. Donc un petit mot pour commencer sur l'Institut de l'économie pour le climat, I4CE. On est une association de loi 1901 qui a pour vocation de mettre dans les débats publics sur les enjeux climatiques des analyses et des données sur l'angle économique et financier. Alors, un petit mot pour commencer sur d'où vient ce concept de budget vert et pourquoi on s'est lancé dans cet exercice au niveau des collectivités locales. Donc, la première fois dont on a vraiment commencé à entendre parler de budget vert, c'est lors du premier One Planet Summit en 2017, où a été lancé par la France, le Mexique et l'OCDE le Paris Collaborative on Green Budgeting. Suite à ça, en 2019, ont été lancés deux travaux en parallèle. Une analyse par I4CE climatique du budget de l'État, du PLF, et puis un travail méthodologique par l'IGF et le CGEDD qui a amené à la publication chaque année depuis, donc ça sera la 4e édition cette année, d'un rapport sur l'impact environnemental du budget de l'État. Suite à ces premiers travaux, vu l'importance des collectivités locales dans la transition écologique, on s'est dit que ce serait également intéressant de pouvoir avoir le même type d'exercice qui soit fait sur le budget des collectivités. Et donc, on a lancé un travail de co-construction d'une méthodologie d'évaluation climat du budget des collectivités. D'abord avec des collectivités pilotes villes et métropoles en partenariat avec France Urbaine et l'Association des maires de France en 2019-2020. Et puis, et c'est la principale raison de ce webinaire aujourd'hui, on a lancé un nouveau travail avec des régions pilotes, donc la région Bretagne, la région Occitanie, la région Nouvelle-Aquitaine et la région Grand Est, en partenariat avec Région de France, pour élargir cette méthodologie à des compétences spécifiques des régions. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est un budget vert ou une évaluation climat ou environnementale du budget ?
Alors déjà, un petit propos sur pourquoi est-ce que nous, on ne parle pas de budget vert, mais on parle d'évaluation environnementale du budget. En fait, le terme budget vert est souvent mal compris. Enfin, en tout cas, il y a plein de choses qui peuvent être mises derrière ce terme de budget vert. Mais la plupart du temps, quand on parle du budget vert ou quand l'État, par exemple, fait son propre budget vert, ce dont on parle, c'est d'une évaluation, ligne budgétaire par ligne budgétaire, des enjeux environnementaux ou climatiques concernant notre méthodologie de chacune de ces lignes. Et donc, concrètement, pour chaque ligne, est réalisé un classement, donc pour chaque ligne de dépenses, est réalisé un classement qui va de très favorable pour le climat à défavorable pour le climat. L'objectif étant bien de comprendre quels sont les enjeux environnementaux qui sont liés à ces différentes dépenses de différentes lignes budgétaires. Alors la méthodologie qu'on a co-construite donc avec les régions présente un certain nombre de choses. À la fois des principes méthodologiques chapeaux qui sont communs à tous les enjeux environnementaux, donc des principes de comment est-ce qu'on fait le classement et du processus de l'organisation à mettre en place pour faire cet exercice. Et puis nous, I4CE, nous avons, comme nous sommes experts des enjeux climatiques, nous avons développé un volet technique, donc des critères de classement détaillés sur les enjeux atténuation et sur les enjeux adaptation au changement climatique. Et puis, donc, depuis l'année dernière, CDC Biodiversité s'est lancé dans la définition du volet technique biodiversité que Antoine Cady vous présentera tout à l'heure. Donc, ces volets techniques de la méthodologie présentent des critères de classement détaillés pour l'ensemble des secteurs et compétences qui présentent un enjeu climatique significatif. Je ne vais pas les passer tous en revue, mais grosso modo, il y a les enjeux du bâtiment, du transport, de l'énergie, de l'alimentation, des déchets, des espaces verts, du numérique. Et puis, les nouveautés du travail, issues du travail avec les régions, donc qui sont dans le nouveau guide méthodologique qui a été lancé et publié hier sur notre site internet, sont sur le ferroviaire et les infrastructures de transport en commun, les transports en commun interurbains, le fluvial et le maritime, le développement économique, la formation professionnelle, l'agriculture et la forêt. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans le détail sur la méthodologie, mais toutes les ressources toutes les ressources pour réussir à faire cet exercice sont disponibles sur notre site internet. Le plus important à retenir du processus à mettre en place pour faire cette évaluation, c'est qu'on conseille que cette évaluation soit portée à la fois du côté de la finance et environnement ou direction générale des services, que ce soit au niveau élu ou au niveau service. On pense également que cet exercice a principalement de l'intérêt si une organisation transversale est mise en place et que donc tous les services sont impliqués dans la remontée d'informations et que la remontée d'informations se fait bien du niveau opérationnel à l'agrégation. Et puis, voilà, donc il y a 2 étapes à mettre en place. Un premier screening très rapide par les côtés finance, budget pour sortir les lignes à enjeu et puis une remontée d'informations des services sur ces lignes à enjeu pour comprendre quels sont les impacts climatiques de ces lignes. Alors, ça représente quand même un exercice conséquent qui prend du temps. Donc, pourquoi se lancer dans un tel exercice ? Le principal intérêt de cet exercice, c'est de faciliter la discussion sur les enjeux climat entre services et entre élus. Le vote du budget est un moment clé pour orienter la stratégie climat. Donc c'est vraiment très important qu'au moment des arbitrages budgétaires soient pris en compte ces enjeux climatiques. Et donc faire cet exercice permet de donner des informations de manière synthétique sur les enjeux climatiques de chacune des lignes, de chacun des programmes qui sont prévus par la collectivité. Cela permet également d'analyser les marges de manœuvre que possède la collectivité pour améliorer son impact sur les objectifs climatiques. Donc, quelque chose qui est parfois un peu mal compris et sur lequel on insiste beaucoup, c'est que finalement les résultats
sont bien moins importants que les discussions et le processus qui est mis en place pour que chacun dans la collectivité se saisisse de ces enjeux climatiques. Et donc, incidemment, ce n'est pas un exercice pour comparer les collectivités entre elles. Un exercice de budget vert ne permet pas de faire ça parce que les contextes territoriaux sont différents et donc les attendus en termes de trajectoire climatique sont différents. Et pour terminer, voilà, il y a une dynamique encourageante qui s'est mise en place. On le voit aujourd'hui avec l'organisation de ce webinaire, le partenariat avec Région de France, avec les différentes associations d'élus. On voit qu'il y a déjà pas mal de collectivités qui sont emparées et qui ont réalisé cet exercice. Et puis, on voit même que cette méthodologie, cet exercice se diffuse à l'échelle européenne et à l'échelle d'autres pays de l'OCDE. Parfait, merci beaucoup Morgane. Pour continuer, je vais inviter à nous rejoindre Antoine Caddy, qui est directeur recherche et innovation chez CDC Biodiversité, donc qui est une filiale de la Caisse des dépôts, et qui a travaillé sur la déclinaison de cette méthodologie née chez I4CE sur le domaine de la biodiversité. Donc, même chose, comment est-ce que cela fonctionne? Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots? Eh bien, oui, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Merci à I4CE pour ce travail tout à fait intéressant. Merci à Région de France de cette confiance accordée pour travailler sur des sujets nouveaux. Effectivement, donc moi je suis directeur recherche et innovation chez CDC Biodiversité, une filiale du groupe Caisse des dépôts que vous connaissez certainement puisqu'elle vous accompagne, les collectivités en général, singulièrement les régions, sur les questions de désartificialisation, sur les questions de restauration écologique, parfois de compensation écologique. Donc nous, on est vraiment spécialisés sur les sujets biodiversité et plus spécifiquement sur la façon dont les acteurs économiques, publics et privés, peuvent concilier leurs activités avec cet enjeu, cet impératif que rappelait Madame la vice-présidente tout à l'heure, de stopper l'érosion de la biodiversité. Alors c'est une excellente nouvelle que nous soyons aujourd'hui réunis à la fois pour parler du climat et pour parler de la biodiversité et le faire finalement de manière quasiment synchrone. Ce travail que I4CE a lancé il y a maintenant près de 18 mois, 2 ans, 3 ans, me souffle-t-on, on a pu en fait l'embarquer et embarquer le sujet biodiversité assez rapidement pour pouvoir aujourd'hui, avec les 4 régions que vous avez vues sur ma slide précédente, aller le plus vite possible vers une expérimentation. Alors pourquoi est-ce important de parler de biodiversité? Là encore, des choses que vous connaissez. L'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité depuis un certain nombre d'années, depuis 10 ans concrètement, nous rappelle combien la biodiversité fait partie de nos vies, combien nos activités dépendent de l'état de la biodiversité et combien malheureusement tout cela est aujourd'hui véritablement malmené. Et donc, c'est sur la base de ces éléments que nous nous sommes dit qu'il était vraiment important d'intégrer tout cela au plus vite. Globalement, considérons que 60% du PIB mondial repose sur les services gratuits fournis par la nature, et donc l'angle d'attaque qui est le nôtre n'est pas tant celui de telle ou telle espèce ou tel écosystème, mais plutôt le bon état général de la biodiversité et donc la disponibilité des services que cette biodiversité nous apporte. Je pense à la fertilité des sols, à la recharge des nappes phréatiques, à la photosynthèse, à la qualité de l'air, de l'eau, etc. Donc c'est vraiment ça qui va être notre préoccupation principale. En France, il se passe beaucoup de choses sur la biodiversité, de la toute première stratégie nationale biodiversité de 2004, de l'année internationale biodiversité, du Grenelle de l'environnement dans les années 2008, 9, 10 et les années qui ont suivi. Et puis singulièrement une nouvelle stratégie nationale de la biodiversité en 2021, qui est sortie fin 2021, en fait un petit peu après le Congrès mondial de la nature à Marseille en septembre 2021, je vais y arriver. Et puis on sent que la réglementation évolue. Vous avez certainement tous à l'esprit l'arrivée du zéro artificialisation net dans la loi climat résilience d'août 2021 et autant d'événements réglementaires qui sont de nature à je dirais, nécessiter une préoccupation majeure, en tout cas renforcée sur les sujets de biodiversité. Alors,
Je ne vais pas vous réexpliquer ce que Morgane vient de vous expliquer de manière très, très précise. Simplement quelques informations sur la façon dont nous avons choisi d'appréhender le sujet biodiversité. La première chose, c'est comme vous le voyez sur cette diapositive, nous avons fait le choix de rentrer par les 5 pressions directes qui sont listées par l'IPBES, à savoir le changement d'usage des sols, quelque chose de très important, j'en parlais il y a un instant avec cette question du zéro artificialisation nette, l'exploitation directe, donc principalement les matières premières, bien sûr le changement climatique qui est aussi une des pressions qui s'exerce sur la biodiversité, les pollutions et les espèces invasives. Alors concrètement, nous avons essayé en fait de nous ajouter au calendrier que I4CE et Région de France avaient mis en place. Donc nous on a un petit peu moins de recul, ça fait maintenant 1 an que différents GT se réunissent pour pouvoir à la fois circonscrire, je dirais, les responsabilités à l'échelle régionale, travailler sur les données, les informations disponibles, et puis bien essayer comme vous le voyez, lister les responsabilités, et donc les secteurs sur lesquels on va pouvoir faire remonter l'information et sur lesquels on va pouvoir qualifier les lignes telles que cela vous a été présenté il y a un instant. Alors, là encore, une démarche finalement très pédagogique, très, très simple, même si la grille qui est derrière, le travail qui a été réalisé par nos équipes, CDC Biodiversité, I4CE et les équipes des 4 régions impliquées dans ce travail a été important. Et bien, vous voyez quelque chose finalement qui est très facile à appréhender. L'idée que l'on avait à l'esprit également, c'était de pouvoir valoriser ce qui est engagé pour réduire ce qui a un impact négatif. Et donc, vous le voyez sur cette diapositive, on valorise à la fois ce qui a directement un effet positif, mais également ce qui a un effet positif indirect en réduisant les pressions sur la biodiversité. Et puis, bien, voilà, 6 catégories, du plus favorable au moins favorable. Et donc, l'enjeu est évidemment d'encourager les échanges entre les services. Morgane l'a évoqué tout à l'heure, c'est particulièrement important de désenclaver ce sujet. La biodiversité est un sujet qui doit absolument être traité au niveau transversal. Et donc, voilà, ceux qui sont en charge de l'exercice budgétaire, ceux qui sont en charge de la réalisation d'un certain nombre d'actions concrètes à l'échelle régionale, et puis tous les autres services, en charge du transport, en charge de la restauration collective, etc., puissent échanger pour essayer de faire remonter ces informations et par cet exercice, finalement, de comprendre là où elles ont véritablement, ces équipes, des leviers d'action positifs. Et puis c'est évidemment une possibilité d'échange entre ces services et les élus pour que bien, les élus puissent mieux appréhender, donc mieux défendre des lignes sur lesquelles ils aimeraient obtenir gain de cause, peut-être aussi mieux s'opposer ou en tout cas argumenter pour réduire des lignes sur lesquelles il faudrait essayer de réduire l'engagement budgétaire. Et donc c'est vraiment tout cela qui est en place. Je voudrais juste pour terminer dire que voilà, on a 4 premiers exercices en cours. Nous saurons dans quelques semaines jusqu'où on a pu aller, quels ont été peut-être les freins, les limites, ce qui est perfectible dans le travail qui a été réalisé. Donc nous ferons un REX avec les 4 régions évoquées tout à l'heure. En début d'année, nous continuerons ce travail de manière à ce que demain, toutes les régions de France puissent se doter de cette compétence et de ces outils. Merci beaucoup Antoine Cady. Donc on voit bien que tant sur le volet climat que sur le volet biodiversité, c'est quand même une démarche qui est encore assez récente et qui est en amélioration continue. Donc c'est très intéressant de tout de suite avoir des phases d'échange, de retour avec ceux qui pratiquent ces budgets au quotidien. Et donc là, je vais appeler 3 témoignages successifs. En premier lieu, le témoignage de la région Occitanie, donc représentée par Madame Langevin. Et donc je vais commencer par une question assez générale. Où en est aujourd'hui la région Occitanie dans sa démarche de budgétisation verte? Sur quel volet elle appuie? Et pour quelles raisons cette région a-t-elle choisi de s'engager dans cette démarche? Alors, je vais commencer par répondre à votre dernière question, le pourquoi. Parce qu'effectivement, je le rappelais en introduction, hein, ça
cet exercice s'inscrit pleinement dans une planification, c'est-à-dire un engagement de la majorité de Carole Delga dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cette planification, c'est de placer la région Occitanie sur une trajectoire de région à énergie positive, ça c'est le premier point, et bien sûr de se doter d'une stratégie régionale de la biodiversité. Une fois qu'on élabore donc ces stratégies, ces feuilles de route, il faut mobiliser des investissements, mais il faut aussi s'outiller en interne pour que cette question devienne vraiment transversale, surplombante à l'ensemble des politiques sectorielles, d'aménagement du territoire, de développement économique, touristique, de mobilité. Et donc cette appropriation passe par des indicateurs, des critères qui vont permettre à mes confrères et consoeurs élus de s'approprier les enjeux environnementaux, mais aussi, je le disais, à l'administration de pouvoir aussi se doter de données robustes aussi pour pouvoir finalement vérifier que les dispositifs qu'ils conçoivent, les cofinancements que nous pouvons aussi contractualiser avec les collectivités infra, avec les entreprises, soient compatibles à nos propres objectifs. Donc nous avons voté également un cadre d'action qui est celui du pacte vert, déclinaison du Green Deal, pour là aussi faire de cette question quelque chose qui soit le marqueur donc de toutes nos politiques orientées vers ces objectifs de neutralité carbone notamment. Donc ça veut dire que cet exercice, cette dévaluation, c'est vrai que c'est lourd. Donc pour le premier exercice budgétaire donc de 2021, on y est allé en mode un peu commando, c'est-à-dire c'est parti, évidemment, vous l'avez rappelé, d'une commande du directeur général des services pour que vraiment tous les directeurs soient mobilisés sur cet exercice. Donc un premier travail qui a aussi permis à la fois évidemment d'identifier des dépenses favorables, très favorables, mais aussi neutres ou des limites à l'exercice, d'où l'importance de ce travail avec vous, de mutualisation et de bien consolider et prouver une méthodologie. Il y a aussi, bien sûr, la question pour nous qui est essentielle, puisque vous l'avez dit, l'intérêt c'est la démarche, les processus qui s'enclenchent, la trajectoire. Il s'agit d'être bien sûr dans une trajectoire positive d'amélioration. Et donc pour nous, c'est aussi très important au jour d'aujourd'hui de pouvoir bien conditionner nos aides aux partenaires, et c'est l'exercice que nous faisons puisque nous sommes toutes et tous dans ce moment d'arbitrage budgétaire, et c'est évidemment très important de pouvoir défendre les dépenses favorables au climat et à nos objectifs. Alors, vous l'avez évoqué, ça peut être perçu comme une démarche en plus, qu'il s'agisse qu'on parle de l'échelle politique ou évidemment à l'échelle des services qui sont chargés de le mettre en œuvre. Ça vient s'ajouter aussi, on connaît les politiques régionales, à de nombreux schémas qui existent, qui tous, d'une façon ou d'une autre, parlent des questions climatiques ou des questions de biodiversité. Ça vient s'ajouter au rapport de développement durable de la collectivité. Comment est-ce que, quels arguments vous pouvez employer pour embarquer votre collectivité à tous les niveaux sur cette évaluation environnementale du budget? Les arguments, c'est d'abord le cap et l'orientation politique affichée. Donc ça, c'est un premier cap qui permet d'embarquer évidemment les directions et mes collègues élus. Ça, c'est un premier le portage politique est vraiment très important. Ensuite, il y a des séquences de formation, et puis il y a aussi, voilà, les agents, les chargés de mission et les directeurs sont aussi des citoyens, et ils comprennent aussi, voilà, que de toute façon, il faut s'outiller pour basculer, transformer le modèle, et tout ça ne peut se faire sans outils, sans nouveaux indicateurs et sans engagement. Donc il y a aussi un engagement vers évidemment ces enjeux auxquels nous devons évidemment répondre.
Morgane et Antoine ont tous les deux dit dans la présentation de la méthodologie que le plus important c'était la démarche et pas le résultat. Donc il peut y avoir une dimension de communication financière, mais c'est pas ça l'essentiel. Est-ce que vous avez des exemples concrets dans votre pratique de vice-présidente d'arbitrage qui auraient pu être conduits différemment si l'évaluation environnementale du budget n'avait pas été présente ? Alors peut-être au niveau des... Parce que c'est aussi une dépense très importante dans le budget des régions, d'autant plus que l'actualité aussi, avec la hausse du prix de l'énergie, pèse sur ce poste, c'est les lycées. Puisque vous le savez, les régions ont en compétence le patrimoine des lycées. Et donc, c'est un engagement, en tout cas la budgétisation ou l'évaluation climatique a permis notamment aux services en charge de ce patrimoine régional de bien se saisir de ces enjeux, de modifier aussi certains appels d'offres et de concevoir la construction, voire des opérations de rénovation de lycées un peu différemment. Et là, j'insiste aussi vraiment sur ce lien, puisque c'est un levier vraiment puissant de transformation entre ces exercices d'évaluation et la commande publique, et notamment quand il s'agit du patrimoine régional. Merci beaucoup. Je vais donc appeler pour un deuxième témoignage Monsieur Stéphane Perrin, qui est vice-président chargé entre autres des finances à la région Bretagne. Donc c'est une deuxième région qui vient témoigner. Et donc je vais démarrer avec la même question que j'ai posée à l'instant à Madame Langevin. Pourquoi la région Bretagne s'est-elle engagée dans cette démarche de l'évaluation environnementale de ses budgets et où en est-elle exactement aujourd'hui ? Alors il y a au fond trois moteurs qui nous ont poussés à nous engager dans cette démarche. D'abord, le premier moteur, c'est finalement l'urgence climatique et la manière dont elle s'est déclinée à l'échelon international ou national, notamment avec la COP 21, et le président du conseil régional, Loïc Chenet-Girard, avait souhaité que dans l'exercice réglementaire auquel les régions sont tenues, qui était d'établir un SRADET, un schéma d'aménagement, on dépasse finalement l'exercice réglementaire et qu'on en fasse une COP à l'échelle régionale, une Brace COP en l'occurrence. Et donc c'était un premier engagement que nous avions marqué dans la collectivité pour qu'il y ait une déclinaison régionale de la COP 21 avec des engagements pris par la collectivité, mais aussi par tous les autres acteurs du territoire, qu'ils soient publics et privés. Le deuxième élément, c'est celui que ma collègue d'Occitanie a rappelé et qui est la nécessité dans laquelle nous sommes aujourd'hui d'établir des feuilles de route avec des objectifs stratégiques qui débouchent sur de l'éco-socio-conditionnalité, comme on dit. On ne pourra plus accorder, y compris des subventions, de manière aveugle de ce point de vue-là. Et évidemment, vous ne pouvez pas le faire de manière efficace et pertinente s'il n'y a pas l'outil d'évaluation qui va avec. Et c'est bien le sens d'un budget vert, même si l'appellation, effectivement, peut toujours être sujette à discussion. Mais en tout cas, il nous fallait cet outil d'évaluation. Et je trouve d'ailleurs que l'évaluation des politiques publiques, qui est souvent vue comme le parent pauvre en France, on n'est pas très fort sur l'évaluation des politiques publiques. Là, je trouve que les régions, en tout cas via le budget vert, ont un engagement très fort dans cette évaluation. Et puis le troisième élément, et là je prends vraiment ma casquette, on va dire, de budgétaire, que ce soit à la région, mais aussi en tant que président délégué de la Commission des finances de Région de France, c'est que demain, nos collectivités n'auront plus accès au financement si elles ne sont pas en capacité de démontrer qu'elles ont des budgets qui peuvent être lus en euros évidemment, mais aussi qui peuvent être lus en impact climat notamment. Et on le voit d'ailleurs au travers du fait que nos financeurs, notamment le monde bancaire, est en train d'évaluer ces actifs au regard de ces objectifs climat. Et donc demain, si nos collectivités veulent avoir accès à l'emprunt, veulent avoir accès au financement, à des conditions qui soient acceptables, eh bien nous n'aurons pas d'autre choix que de faire la démonstration que nous sommes dans une trajectoire de ce point de vue-là qui est vertueuse. Donc il y a vraiment ce moteur-là aussi qui va monter en puissance, dont peut-être tous les collègues n'ont pas encore pleinement conscience, mais qui va peser très fort dans les années à venir. Alors sur le niveau d'avancement, nous avons décidé d'aller d'abord dans une phase d'expérimentation, alors avec une démarche transversale, parce que Morgane Nicole l'a très bien indiqué, il faut vraiment une démarche qui soit portée de manière transversale, que ce soit chez les élus
ou dans les services. Il faut un portage politique fort, je le confirme. Et puis, nous avons testé sur le volet atténuation le budget vert sur plusieurs directions. Pour commencer, l'économie, la formation, parce que spontanément, c'était pas complètement évident de faire le lien entre formation et climat, mais c'est un gros budget, une grosse part du budget de nos collectivités régionales. Et puis, l'immobilier, pour les raisons qui ont été indiquées, c'est-à-dire que le patrimoine immobilier des régions, notamment les lycées, est quelque chose qui représente une part majeure de notre patrimoine. Et donc, nous avons déployé ce budget avec une première présentation, une première restitution à l'Assemblée régionale de cette évaluation. Et nous continuons pour le budget primitif 2023 à généraliser cela à tous les chapitres budgétaires sur le volet atténuation. Sur le volet adaptation, ça vient avec l'ambition derrière de décliner ça sur les sujets de biodiversité, de qualité d'eau. C'est un processus au long cours, mais dans lequel nous sommes très fortement engagés pour qu'encore une fois, nous ayons un outil d'évaluation qui soit pertinent et qui soit complet. Merci beaucoup. Même question que tout à l'heure. Si tout était simple, tout le monde aurait déjà une évaluation environnementale de son budget. C'est donc qu'il y a à un moment donné des difficultés, des freins, des résistances. Est-ce que vous, dans la pratique, à la région Bretagne, malgré le très fort portage politique dont vous venez de parler, vous en avez rencontré et comment est-ce que vous les avez surmontés ? Alors d'abord, il est essentiel qu'on ait des méthodes de travail qui incluent la transversalité. C'est vraiment le mot de ce mandat et je pense de toutes les collectivités publiques. Et donc ça nécessite parfois de revoir des process de travail parce que finalement, faire interagir une direction du climat et une direction des transports, par exemple, ou de la mobilité, ou une direction de la formation, c'est pas forcément quelque chose qui spontanément est évident. Chacun a ses politiques publiques à produire au jour le jour. Donc il y a ce sujet-là qui nécessitait vraiment un portage de la direction générale et des élus. Donc nous sommes un pool de vice-présidents, mon collègue en charge du climat, moi-même aux finances, les collègues qui sont sur les directions, sur les sujets, les délégations qui sont concernées directement, l'agriculture par exemple, ou les transports, qui sont à la manœuvre. Le deuxième élément, c'est qu'il faut faire comprendre aux agents, parfois aux bénéficiaires de nos politiques publiques, que ce n'est pas être stigmatisé que d'être sur une dépense qui est cotée en défavorable. Ça, c'est vraiment l'élément qu'il faut qu'on fasse passer. On est en ce moment en train de poursuivre la démarche et c'est vrai qu'il y a un travail d'acculturation à faire. Et encore une fois, ça concerne nos agents, mais ça concerne aussi les bénéficiaires de nos politiques publiques. Lorsqu'on va devant un Césaire, par exemple, les représentants du monde économique, du monde agricole, s'affolent un peu en disant « mais enfin, vous allez finalement cesser tout financement pour ce qui concerne nos activités ». Donc il y a un travail vraiment de pédagogie à faire pour que la dépense qui est cotée défavorable ne soit pas perçue comme une mauvaise note du travail fait par les agents, du travail fait par les bénéficiaires des politiques publiques. Donc ça, c'est vraiment un travail qu'il faut qu'on mène. Et je pense que quand on aura un outil complet, ce sera mieux compris. Pour l'instant, c'est vrai que nous sommes un peu dans des démarches qui restent à construire, et donc il faut rassurer tout le monde. Mais il ne faut pas que ce soit perçu comme un instrument punitif, c'est un instrument d'évaluation, et qui doit nous amener collectivement à des politiques plus vertueuses. Et en cela, encore une fois, le budget vert est un instrument qui doit nous tirer vers le haut. C'est vraiment l'objectif que nous recherchons. Et donc, troisième et dernière question avant de passer au dernier témoignage, celui de la région Grand Est. Est-ce que concrètement, donc vous qui animez certainement des séances de dialogue budgétaire qui doivent parfois être un peu houleuses, vous avez des expériences ou des retours à faire passer, d'expériences de cas dans lesquels cette évaluation environnementale a finalement été importante dans l'orientation des choix de l'exécutif ? Alors, il y a quelques domaines qui sont évidemment sensibles. Je dirais que ça a permis, au moins dans un premier temps, de partager, on va dire, de conscientiser, le mot n'est pas très joli, mais les données de départ. Je pense par exemple à l'agriculture, qui est un vrai sujet où, effectivement, si on en reste à une situation un peu clivée, voilà, qui nous mènerait dans une impasse, il y aurait une agriculture qui serait nécessairement perçue comme néfaste.
l'intérêt d'un tel outil, c'est de montrer que nous pouvons avoir des politiques agricoles qui sont vertueuses du point de vue du climat. L'agriculture peut même être, on peut même via l'agriculture constituer des pièges à carbone. Donc on a au contraire à construire des modèles vertueux, et donc on commence à faire entendre et à faire virer certaines pratiques agricoles via cette politique-là. Même chose sur les transports. On voit bien que sur les motorisations, par exemple, les choix de motorisation, l'abandon des énergies fossiles pour les mobilités et avoir des mobilités décarbonées, on voit bien qu'on a un stimulus supplémentaire quand on passe par le truchement d'un budget vert et qu'on a, encore une fois, une situation qui est objectivée. L'intérêt du budget vert, c'est qu'on a des situations qui sont objectivées, et donc qu'on n'est pas dans le discours un peu vague, voilà, et qui nous éloigne de la réalité de la production des politiques publiques. Donc, sur les mobilités et sur l'agriculture, je pense que ce sont des outils qui sont... enfin, c'est un outil qui est extrêmement utile. Bien, merci beaucoup. Donc on va avoir un troisième témoignage donc, de la part de Franck Leroy, qui est vice-président de la région Grand Est et qui a enregistré un message vidéo pour ce webinaire. Nous disposons désormais en région Grand Est d'un outil d'évaluation environnementale du budget régional très complet, car traitant des enjeux climatiques et étendu aux enjeux d'eau et biodiversité. Un grand merci pour ce travail commun entre I4CE, CDC Biodiversité et Région de France, qui a réuni des experts expérimentés et des praticiens des politiques publiques. Pour notre région, ce référentiel est très utile et tient toutes ses promesses. Pour tout vous dire, nous l'utilisons déjà pour mener l'analyse climat du budget 2023. Par rapport à 2022, nous allons pouvoir caractériser l'impact climatique des politiques qui n'avaient pas pu être couverts compte tenu des angles morts méthodologiques, en particulier les aides aux entreprises et à l'agriculture. L'expérience que nous en avons aujourd'hui me permet de dire que nous détenons un outil de transversalité et de mise en cohérence des politiques régionales très performant qui contribue à soutenir une véritable dynamique de transformation en profondeur de nos politiques. Si je prends l'exemple de nos aides aux entreprises, notre stratégie régionale a évolué vers une démarche globale sous forme de parcours de transformation des entreprises vers la transition énergétique et écologique avec la réalisation d'un diagnostic 360, la mise en relation avec des offreurs régionaux de solutions et le financement des investissements permettant la décarbonation des activités industrielles, agricoles ou touristiques. Nous tenons à ce que cette évaluation soit réalisée en interne par nos équipes. Sa prise en main nécessite d'être accompagnée et nous avons, en Grand Est, fait le choix de déployer un processus global comprenant plusieurs briques. L'organisation de sessions de culture générale sur les enjeux environnementaux à destination de toutes les équipes et des élus régionaux, la formation des directions financières et des directions opérationnelles à l'utilisation du guide méthodologique et des critères de classement en 2021 et 2022, l'appui méthodologique aux directions pour les aider concrètement à intégrer les enjeux environnementaux dans chaque politique régionale. En termes de perspective, notre volonté est d'inscrire dans la durée, en instituant l'analyse climat dans la construction de nos politiques régionales, de systématiser l'analyse climat pour les prochains exercices budgétaires en l'adossant à la préparation budgétaire, de tester enfin dans un premier temps la méthodologie d'évaluation biodiversité eau sur une politique régionale, par exemple l'aménagement du territoire, car j'ai bien conscience du niveau de complexité lié à la pluralité des facteurs à prendre en compte, l'artificialisation, les pollutions de l'eau et de l'air, la consommation des ressources naturelles. En conclusion, soyez assurés que la région Grand Est sera mobilisée pour faire vivre ce guide. Ce référentiel, sans doute perfectible, est un cadre méthodologique précieux. Il représente à nos yeux un outil d'aide à la décision qui doit servir à engager collectivement la transformation des politiques régionales, une transformation ô combien nécessaire au regard de la situation que nous vivons. Très bien. Eh bien, après ce troisième témoignage, on va passer à une série de questions donc, qui pourront porter à la fois sur le volet méthodologique ou sur le volet plus politique de la démarche. Je vais commencer en me tournant vers Morgane Nicole. Par une question, on a parlé, là, c'est normal, nous sommes avec Région de France de très grosses collectivités, les régions qui en général ont des équipes bien fournies dans les différents domaines techniques, budgétaires, mais cette méthode, elle s'adresse aussi à des collectivités de plus petite taille.
peut-être que c'est intéressant de revenir dans la démarche sur les personnes qui doivent être impliquées absolument dans la construction de cette évaluation environnementale du budget au sein d'une collectivité. Alors oui, cette démarche d'évaluation climat ou environnementale du budget d'une collectivité, ça s'adresse à des collectivités de toutes échelles et de toutes tailles. On a des retours d'expérience de collectivités qui ont réalisé l'exercice à la fois au niveau des communes, à la fois des EPCI, y compris des EPCI plus ruraux, de plus petite taille, des départements et des régions. Donc il y a vraiment une possibilité de s'emparer de cet exercice, quelle que soit l'échelle de collectivité. Parce qu'en fait, une des raisons pour laquelle c'est possible pour des collectivités de plus petite taille, même si elles ont moins de ressources humaines à leur disposition pour faire l'exercice, c'est qu'en fait, plus on est petit, plus le budget est petit et plus les équipes sont petites et donc plus c'est facile de réaliser l'exercice parce qu'on a moins de lignes à passer en revue et puis aussi parce que la remontée d'informations de l'opérationnel aux services financiers voire aux élus est beaucoup plus directe. Donc en fait, des communes de plus petite taille réussissent à faire l'exercice et ont publié leurs résultats. Et donc sur les personnes impliquées nécessairement, un portage politique fort, donc les élus, la direction générale des services, et puis, quand il y en a, la direction financière et la direction environnementale. Une deuxième question qui s'adresse là aussi à Morgane ou à Antoine Cadiz, c'est que toutes les actions environnementales des collectivités ne sont pas nécessairement budgétaires. Alors, comment est-ce qu'une collectivité peut compléter, si vous avez une opinion là-dessus, l'évaluation environnementale de son budget avec d'autres outils, par exemple concernant la biodiversité? Alors, si vous me permettez, déjà un mot pour rappeler que c'est extrêmement important de faire ce double exercice, climat, biodiversité. C'est une évidence pour certains, pas forcément pour tous. Quand on part par exemple sur une stratégie ENR, on peut avoir une ambition forte sur le climat, en faveur du climat, et puis malheureusement un impact pas forcément toujours positif s'agissant de la biodiversité. Donc voilà, juste se rappeler ce point. Alors après, pour compléter ce dispositif, effectivement, il existe un certain nombre de choses, et un certain nombre d'interlocuteurs également. Donc au niveau régional, à des échelles infrarégionales, se tourner vers un certain nombre de partenaires. Je pense à notamment les équipes de l'Office français de la biodiversité, lorsqu'il y en a des agences régionales de la biodiversité, se tourner vers les ONG, se tourner vers des organismes qui, comme I4CE, comme nous, sont spécialisés sur ces sujets et vont développer donc la suite de l'outil dont on parle aujourd'hui, mais également d'autres outils. Et pour faire peut-être une petite aparté, chez CDC Biodiversité, nous avons créé, il y a plus d'1 an désormais, un club des collectivités engagées pour une biodiversité positive. C'est l'ambition en fait de décliner le Global Biodiversity Score, l'équivalent du bilan carbone pour la biodiversité, à l'échelle de la collectivité. Voilà, donc c'est un travail qui est en cours. C'est un club qui peut être rejoint très facilement par toutes les collectivités qui le souhaitent et qui complétera, sera peut-être une deuxième étape un peu plus épaisse en termes de compréhension de la responsabilité, de la capacité à agir, que cet outil-là qui est néanmoins extrêmement important au regard de là où nous partons. Merci. Je vais me tourner vers Madame Langevin pour une question d'ordre plus général. On est tous ici convaincus de l'utilité de cette démarche. La preuve, c'est que vous avez fait le choix d'y engager vos collectivités. Néanmoins, vous avez insisté sur la dimension volontariste de cette démarche. Aujourd'hui, il y a des débats pour aller plus loin vers une budgétisation verte plus systématique. Qu'est-ce que vous voyez comme opportunité ou comme risque si jamais cette démarche devait être non pas issue de la collectivité elle-même, mais imposée par exemple par la réglementation? Alors, le fait de valoriser d'imposer une valorisation carbone des budgets des collectivités plus petites et effectivement dans l'air du temps. Je ne sais pas si le ministre ira jusqu'à l'annonce de cette nouvelle règle pour les collectivités. Mais chaque fois que effectivement
Et c'est ça, ce qu'on porte aussi à Région de France, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a un transfert ou une nouvelle finalement responsabilité, il faut que les moyens d'accompagnement évidemment soient au rendez-vous. Ça, c'est un grand débat. Ensuite, il y a, et ça aussi c'est quelque chose que nous devons continuer à travailler, d'autant plus que dans le contexte actuel, évidemment, la sobriété fait partie des nouveaux logiciels là aussi que nous devons intégrer dans nos politiques publiques. Et là, on voit bien que finalement, on ne sait pas non plus valoriser, évaluer finalement la réduction de la demande ou même le renoncement à certains projets, à certaines dépenses. Et donc, il faut qu'on arrive à s'améliorer aussi dans ce qu'on appelle l'évaluation des externalités positives, c'est-à-dire comment on va mesurer que nos choix, nos décisions sont favorables aussi au maintien de biens communs comme l'eau, la biodiversité, le climat, l'air. Et ça, pour l'instant, avec en tout cas notamment les indicateurs dont nous disposons, on voit bien qu'il y a une espèce de hiatus entre finalement le logiciel actuel, y compris les doctrines budgétaires, et finalement ce qui nous attend en termes plus écosystémiques finalement. Voilà, c'est-à-dire que appréhender la globalité, la transversalité, c'est encore quelque chose qui émerge, mais voilà, c'est inéluctable d'aller évidemment dans cette direction. Donc beaucoup encore de travail à faire. Après, voilà, on peut y aller aussi avec enthousiasme et créativité. Du coup, je reporte aussi la question sur Stéphane Perrin, puisque vous-même, vous aviez évoqué dans votre propos tout à l'heure le fait que, de toute façon, si nous n'y étions pas allés, nous aurions été contraints d'y aller d'une façon ou d'une autre. Donc, même question, si cette contrainte devait venir plus généralement, soit des financeurs, soit d'une réglementation, quelles opportunités et quels risques par rapport à ce que vous avez entamé à la région Bretagne? Alors, je pense que sur les opportunités, très clairement, ça nous donnerait un outil qui est capable, encore une fois, d'objectiver le virage, la nécessité de faire le virage sur certaines politiques publiques, et qu'on ne soit pas simplement dans le discours ou dans l'incantation, mais qu'on ait un indicateur fiable et qui soit partagé, et qui soit méthodologiquement robuste. C'est pour ça que le travail qu'on a fait avec I4CE, qui nous amène cette méthodologie, qu'on teste, qu'on fait évoluer dans la discussion qu'on a avec I4CE, ça nous permet d'avoir cette robustesse d'un dispositif qui doit ensuite être transparent. Et il y a aussi un enjeu de transparence de notre action. Nous avons par exemple dit très clairement que la méthodologie sous-jacente à l'outil serait partagée, serait en données ouvertes pour que tout puisse être discuté. Et évidemment, on est obligé de faire des choix à un moment donné, il faut les assumer, et dès lors qu'il y a de la transparence, le fait, par exemple, de faire un choix méthodologique n'est plus un problème. Sur les risques, je pense que, et ça fait partie des échanges qu'il y a aujourd'hui entre Région de France et le gouvernement, et avec la présidente Delga et moi-même au titre de la commission des finances de Région de France, nous avons eu un premier échange avec le gouvernement. Il faut qu'on ait une norme qui soit partagée par les régions, construite par les régions. Je crois qu'il n'y aurait rien de pire qu'une norme réglementaire un peu abstraite qui nous tombe dessus. Le travail qui est engagé fait que nous serons en mesure à la Région de France de proposer une nomenclature, une méthodologie qui soit robuste. Et je pense que c'est finalement, si on veut que l'exercice soit partagé par nos services, partagé par nos collègues élus, il faut qu'on ait quelque chose qui soit testé, si je puis dire, et approuvé par des collectivités pionnières comme les nôtres. Si on a un outil qui nous vient, si je puis dire, du sommet, qui nous tombe dessus, qui ne sera pas forcément adapté à nos politiques publiques, on voit par exemple qu'on a des méthodologies qui vont nécessairement être différentes parce que, entre les strates de collectivités, parce que l'action d'une commune ou d'un département n'est pas celle d'une région, les compétences ne sont pas les mêmes, donc on a besoin d'avoir une nomenclature et une méthodologie qui soit adaptée à nos compétences et qui soit praticable sur nos compétences. Donc le risque, effectivement, ça serait que la contrainte qui existera, celle de conditions de financement, d'accès au financement sur des objectifs environnementaux, ne se double pas d'une deuxième contrainte qui serait d'avoir, encore une fois, un moule, quelque chose qui nous tombe dessus et que nous n'aurions pas pu, encore une fois, éprouver
concrètement ce que nous sommes en train de faire quelques régions déjà et qui doit être mise à profit et qui peut être utilement mise à profit pour une généralisation au-delà des 4 régions qui sont aujourd'hui engagées. Est-ce que Morgane, vous avez une réaction sur ce point? Juste pour ajouter un mot là-dessus, on a tous pas mal insisté là-dessus pendant nos présentations respectives, nos propos respectifs, sur l'importance et l'intérêt principal de cet exercice dans la transversalisation, l'organisation, le processus qui est mis en place. Donc un point sur lequel il faudrait être très attentif si une généralisation a lieu, c'est que ça ne devienne pas un exercice obligatoire qui est fait à côté juste pour checker une box, mais qu'on ne perde pas le cœur et le plus important de cet exercice, qui est cette mise en place d'une organisation transversale sur ces enjeux environnementaux. J'avais une petite question, tant que vous avez le micro. On ne l'a pas vraiment précisé avant. Peut-être que tout est clair pour tout le monde ici, mais peut-être pas pour les gens qui nous écoutent. Est-ce que, Morgane, vous pourriez peut-être faire un petit focus sémantique sur évaluation environnementale du budget par rapport au budget carbone ou au bilan carbone ou aux émissions évitées? Voilà, autant de notions qui ont leur intérêt, leur importance, mais qui, dans le débat public, peuvent être facilement confondues les unes avec les autres. Merci pour cette question. Donc l'évaluation environnementale du budget, comme je le disais tout à l'heure, on part du budget, quelque chose, un objet monétaire, un objet que tout le monde connaît très bien, et on évalue les lignes budgétaires sous un angle climatique, ou environnemental plus largement. Un budget carbone, ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir avec un budget avec des euros dessus. On se fixe des émissions, un quota maximum d'émissions à un certain horizon de temps par secteur. Et puis, ça permet de dessiner une trajectoire de réduction des émissions. Donc, on est vraiment uniquement en train de parler d'émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a pas du tout de croisement qui est fait avec un budget comptable, on va dire. Et bilan carbone, on regarde au jour d'aujourd'hui, quelles sont les émissions carbone qui sont émises par, ça peut être un territoire, ça peut être le conseil régional en tant qu'institution, ça peut être une entreprise, etc. etc. Mais donc c'est les émissions qui ont lieu aujourd'hui. Et enfin, les émissions évitées, c'est quelque chose qu'on regarde surtout par rapport à un projet donné. On regarde quels sont on fait la différence entre les émissions, le bilan carbone, si on veut, du projet sur un scénario de référence qu'on aurait fait business as usual, si j'ose dire, et on compare ça avec les émissions qui seront faites par ce nouveau projet moins émissif. Et donc les émissions évitées, c'est la différence entre cette référence et ce nouveau projet. Une petite question, vous avez évoqué tout à l'heure le potentiel conflit entre l'évaluation climat et l'évaluation biodiversité pour certains projets. Ça m'intéressait de savoir dans la méthodologie comment est-ce que c'était résolu finalement ce conflit, comment est-ce que c'était mis en avant, comment est-ce qu'on pouvait le trancher, sachant qu'on peut avoir demain d'autres collectivités ont mis en place des évaluations extra-financières sur d'autres domaines encore, donc on peut avoir des conflits entre plusieurs politiques et comment est-ce que dans la méthodologie on peut traiter ça? Alors moi je ne parlerai pas de conflit en fait, je parlerai de complémentarité et de complémentarité indispensable. Puisqu'en fait, de quoi parle-t-on? On parle d'outils qui permettent in fine aux élus, qui par définition représentent les citoyens, eh bien d'arbitrer et de dire sur notre territoire, au regard de ce que l'on sait, de ce que les scientifiques nous partagent sur les sujets climatiques, sur les sujets biodiversité, sur l'eau, etc., au regard de ce que l'on sait aussi des attentes des citoyens, des enjeux qui nous sont remontés et que l'on porte, eh bien, voilà, on a ces analyses qui nous sont proposées, et donc on décide en notre âme et conscience, et puis derrière, on porte cela, on va le défendre, parce que, là encore, ça a été dit, c'est souvent, et ça le sera de plus en plus, synonyme de transformation, et donc d'effort, pour certains secteurs d'activité, pour certains pans de la société. Donc c'est vraiment une approche de complémentarité, je pense, qu'il faut souligner. Je voudrais juste, en rebond à ce que disait Morgane il y a un instant, dire que sur la biodiversité, c'est la même chose avec une nécessité d'ambition encore supérieure que pour le climat. Pour une raison simple, au moment de la COP21, le GIEC
Et donc finalement par ricochet, les États se sont engagés sur ce scénario 1,5 degré. Ce scénario, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on avait à l'époque encore un budget d'émissions possible, c'est-à-dire qu'on avait une marge de manœuvre pour continuer nos activités, nos choix, nos politiques, tout en continuant à émettre pour partie, en tout cas moins, mais il y avait encore ce budget-là. L'IPBES sur la biodiversité, c'est pas du tout la même copie. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut absolument en urgence stopper l'érosion de la biodiversité, mais qu'il faut qu'on se prépare 2030, 2040, 2050 à une restauration de la biodiversité. C'est-à-dire que nos objectifs entre 2040 et 2050, globalement, doivent être de revenir à un niveau d'artificialisation et plus largement à un niveau de biodiversité supérieur de 20% de ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qu'on avait en 2020. Et donc là, il va y avoir des arbitrages importants, potentiellement graves à faire. C'est transformateur dans le sens où l'attractivité d'une région, d'une métropole, d'une commune, d'une agglomération, c'est souvent sa capacité à artificialiser finalement, je caricature un peu, mais à accueillir et donc à créer des infrastructures, des logements, etc. Eh bien, il va falloir que tout cela se transforme. Et ce type d'outils, ces outils, encore une fois, dans leur complémentarité, doivent permettre d'ouvrir vers ces nouveaux horizons. Je reviens vers vous, Madame Langevin, concernant le contexte financier actuel des régions et des collectivités locales, donc avec la flambée des prix de l'énergie et des tensions sur l'épargne des collectivités. Est-ce que, pour vous, dans ce contexte-là, mettre en place une évaluation environnementale, c'est d'autant plus important? Ou est-ce qu'à la rigueur, on pourrait se dire, de toute façon, maintenant, ne serait-ce que budgétairement, on est obligé de baisser nos consommations d'énergie, donc ça pourrait devenir un peu un sujet moins essentiel, puisque de toute façon, budgétairement, ça deviendra une priorité. Enfin, là, budgétairement, du coup, on pourra avoir mécaniquement une hausse des dépenses défavorables, puisque budgétairement, vous l'avez rappelé, c'est une évaluation monétaire, donc il y a des postes... pense au gaz ou aux énergies fossiles qui vont augmenter. Bon, pour autant, dans la mesure où c'est aussi à la fois un exercice de transparence et un exercice pédagogique, ça s'explique. Mais bien sûr, on l'a dit, les citoyennes et les citoyens aussi, finalement, observent. Ce que nous faisons, c'est de l'argent public, donc nous devons objectiver, nous devons, dans des espaces de conciliation à faire, vous l'avez rappelé, qui amène à arbitrage, je pense, et c'est d'actualité avec le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables. Il y a des enjeux de conciliation entre la production d'énergies renouvelables et de la biodiversité. Donc mieux on est outillé, mieux on objective et mieux on peut finalement alimenter ce débat avec des données robustes. Tout le monde y gagne en termes d'acceptation, en termes de démocratie aussi, participative. Donc non, il faut au contraire continuer à aller et à généraliser ces exercices d'évaluation, de toutes les évaluations d'ailleurs des politiques publiques, parce que oui, c'est un parent pauvre voilà, de nos politiques. Et puis, il faut aller plus loin parce que la sobriété engendre, je le disais, d'autres mécaniques à mettre en place. Et souvent, on a des collectivités qui nous disent, mais en fait, plus je suis vertueux, finalement, moins, évidemment, j'ai voilà, accès à tel ou tel financement ou accès à telle ou telle valorisation. Donc, c'est tout un modèle qu'il faut vraiment transformer. Même question, Stéphane Perrin. Là, j'imagine que le processus budgétaire a démarré, donc le bouclage du budget 2023 va peut-être pas être aussi évident que les précédents, encore qu'avec la crise Covid, rien n'a été évident. Mais est-ce que cela change quelque chose dans la perception de l'évaluation environnementale des budgets chez vos collègues ? Je pense, et je reviens sur ce qui a été dit sur le conflit complémentarité, c'est le job de l'élu de faire de l'arbitrage. Et plus on aura un outil complet, plus on rendra compte, nous, élus, des choix que nous faisons et nous serons capables de le faire de manière claire pour nos concitoyens. Il y a de manière évidente des objectifs qui seront contradictoires et que nous ne pourrons pas tenir simultanément. De manière très claire, et les exemples qui ont été donnés le démontrent. Mais ça, c'est le job de l'élu de faire des arbitrages. Et il faudra qu'on les assume. Et je trouve que cet outil-là, quand il sera complet,
c'est-à-dire le climat, la biodiversité, la qualité de l'eau, la gestion des déchets, la pollution, eh bien, il permettra de rendre compte de la complexité de l'action publique. Et il n'y aurait rien de pire, justement, c'est ce que disait Morgane aussi tout à l'heure, que d'avoir un outil qui se résume à un code couleur à la fin et qu'il soit lu de manière, voilà, uniquement en termes de communication politique. Il faut qu'on garde effectivement cette dynamique transformante. Et encore une fois, moi j'espère qu'à terme, ça va prendre un peu de temps, mais quand l'outil sera complet, qu'il intégrera toutes les dimensions, on sera en capacité de dire, voilà, le job d'un élu, voilà ce qu'on a fait, voilà comment on a arbitré. Alors oui, évidemment, les contraintes budgétaires, elles existent, enfin, c'est notre pain quotidien. On a rarement connu, enfin en tout cas depuis les 10 ou 15 dernières années, des années d'abondance budgétaire où on ne savait pas quoi faire de notre argent. Surtout les régions qui en plus ont maintenant des compétences opérationnelles beaucoup plus que par le passé avec des services aux citoyens. Mais justement, je trouve moi que plutôt que d'être sur des arbitrages qui vont être simplement dictés par une capacité d'épargne à conserver, des trajectoires de dépenses de fonctionnement, etc., on aura au contraire un outil d'aide à la décision, et c'est ça que doit être aussi une évaluation climat, un outil d'aide à l'évaluation qui nous aide à faire les bons choix et à couper là où il faut couper, ou à réduire là où il faut réduire, ou à changer les lignes budgétaires là où il faut les changer. Et donc, je pense qu'au contraire, c'est pas un outil qui viendra accessoire, je pense qu'il viendra encore plus essentiel dans un contexte budgétaire contraint, et encore une fois, avec en plus la donnée que nos prêteurs, nos financeurs vont exiger de nous que nous soyons en capacité de rendre compte de tous ces éléments-là. Et encore une fois, ça commence par les financements européens. Les régions sont quand même en charge d'une masse considérable en termes de gestion des fonds européens, et ça passe par les emprunts qu'on peut faire auprès de la Banque européenne d'investissement, à laquelle aussi nous allons devoir rendre des comptes. Donc tout ça est plus que jamais nécessaire et moins que jamais accessoire. Est-ce que vous vous servez de cette évaluation environnementale aujourd'hui comme un outil de communication auprès du grand public également? Alors on a commencé à le faire sur le budget 2022, avec une première communication qui a été faite. On va continuer à le déployer. Alors, ça va se faire, on va dire, par étapes successives. On va dire, le cercle des partenaires intéressés, c'est-à-dire le Césaire, par exemple. Les Césaires sont aussi très attachés à la contribution qu'ils ont à l'évaluation des politiques publiques. Et puis, je pense qu'après, ça va irriguer et qu'on sera en capacité de justifier certains choix. Alors, encore une fois, c'est là qu'il faudra qu'on garde la richesse de l'outil et le fait que ce n'est pas simplement un code couleur. On sait que le risque qu'on peut prendre un peu quand on fait de la communication politique, c'est qu'on simplifie à l'excès et qu'on réduise finalement l'intérêt de cet outil. Donc je pense que d'ici 2 à 3 ans, je pense qu'on communiquera, enfin en tout cas j'espère qu'on communiquera autant sur les euros que sur les objectifs en termes déjà d'adaptation et d'atténuation du changement climatique et de la biodiversité. Et comme encore une fois, c'est des sujets sur lesquels nos concitoyens effectivement nous regardent particulièrement, on sera obligé de le faire et ça sera peut-être plus lu d'ailleurs que les euros à terme. Même question de votre côté, est-ce que c'est un outil de communication? On a dit tout à l'heure, c'est pas évident de communiquer sur les résultats de cette méthode, puisqu'il y a quand même des gros pavés de dépenses défavorables, et pour un élu, c'est pas toujours très agréable, en particulier quand on est chargé du climat, de montrer qu'on dépense autant de millions d'euros sur des choses qui, dans une case brune, sont marquées défavorables. Alors nous, ça sera le 3e exercice, donc au niveau du budget prévisionnel. Donc oui, nous communiquons, et nous communiquons aussi au moment du compte administratif, c'est-à-dire de ce qui s'est réellement passé. Ça, c'est très important. Et nous communiquons au moment de ces temps en assemblée plénière de vote du budget. Et effectivement, dans la présentation et la communication autour des choix évidemment d'investissement, de dépenses et donc des choix de politique publique, nous communiquons aussi sur ce processus, cette démarche d'évaluation climat. Très bien. J'avais une dernière question plus pour Morgane et pour Antoine Cady. On parlait de la dynamique tout à l'heure, peut-être que c'est l'occasion de faire un point. Est-ce qu'on a une idée à peu près? Est-ce que ça se chiffre en quelques unités, quelques dizaines? Le nombre de collectivités qui aujourd'hui sont inscrites dans la démarche d'évaluation environnementale pour le climat et du coup pour la biodiversité, où c'est plus récent?
Alors, on n'a pas de revue exhaustive du nombre de collectivités qui le font. On a uniquement celles qui nous ont sollicité en nous posant, enfin qui nous ont envoyé des mails pour nous poser des questions, grosso modo. Et on en a plus de 50 qui, du coup, se seraient lancées dans l'exercice d'évaluation climat du budget. Ça paraît pas énorme, mais bon, la dynamique est récente, donc on voit que c'est quand même une très bonne dynamique qui se met en place. Et encore une fois, la revue est loin d'être exhaustive, et donc on va se lancer dans les prochaines semaines dans une revue justement de toutes les expériences qui ont pu être menées. Donc si jamais vous avez mené des évaluations climat de vos budgets, n'hésitez pas à nous contacter pour nous dire « nous, on l'a fait aussi ». Voilà, merci. Exactement la même réponse, avec simplement nous un petit retard à l'allumage, puisqu'on est parti depuis simplement 1 an. Et donc on a 4 régions qui vont faire un exercice partiel cet automne, qui sont en train de le faire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ferons un REX en début de 2023. L'idée étant d'essayer d'en embarquer beaucoup plus pour le prochain exercice, donc fin 2023. Attention, 1 an, ça passe très vite. Voilà, donc là encore, faites-nous signe si cela vous intéresse. On a également un certain nombre de métropoles qui sont intéressées. Donc on réfléchit à une déclinaison de l'outil peut-être plus adaptée pour les métropoles. À terme, les intercos, enfin voilà, on sent bien que de toute façon, il faut embarquer l'ensemble des niveaux de collectivité. Et voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous et avançons ensemble. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous les 4. Je vais laisser la parole à Olivia pour un mot de conclusion, donc qui est conseillère transition écologique au sein de Région de France. Merci François. Avant de conclure, je voudrais d'abord remercier, bien sûr, au nom de notre partenaire I4C et de Région de France, l'ensemble des participants, mesdames et messieurs les élus, ici présents mais aussi à distance, les équipes en région qui ont accompagné la réalisation de ce projet, et également les équipes techniques et de communication qui ont accompagné cette séquence. En conclusion, quelques mots-clés à retenir des échanges ce matin, des éléments de bilan et des perspectives qu'on pourrait dresser. Des mots-clés, on a entendu un premier groupe autour de la notion de transversalité, objectivité, transparence, mesure, également robustesse. Une deuxième série de mots-clés autour des notions de systématisation, également la mutualisation, conditionner, embarquer, et puis une dernière série de mots-clés sur la question bien sûr du portage et de la démonstration. Et puis un mot que j'ai entendu dans toutes vos bouches, le mot de la transformation, la capacité transformante, le parcours de transformation. Alors en termes de bilan, pour nous, à Région de France, ce projet a démontré la capacité des régions en initiative à porter une démarche commune et à se doter d'une méthodologie, à l'instar, par exemple, l'an dernier, de la publication d'un socle d'indicateurs communs de suivi des trajectoires énergie-climat de nos planifications régionales. Et puis, en termes de perspective, outre les régions pilotes qui se sont déjà montrées disposées à embarquer les autres régions dans la démarche, on peut conclure en indiquant que Région de France est tout à fait prête à assumer son rôle en interface avec le gouvernement pour accompagner cette démarche de budgétisation verte de façon articulée entre les différents niveaux, du local jusqu'au national. Merci beaucoup.